bien des gros mots qui sont tombés là, comme décision démocratique pour ces éventuels changements et complotisme. Mais alors pour ça, il faut avoir la bonne information et comment la passer. Vous venez de citer Murdoch et Bolloré, ce n'est pas eux qui vont la faire passer, n'est-ce pas? Donc ça va être extrêmement difficile. Et je ne veux pas juste être le pessimiste de la soirée, mais comment vous pouvez maintenant, ces cercles qui détiennent l'information, la pas bonne, celle qui va vers la réussite, la joie, le plaisir, l'avion, juste pour prendre un bon week-end quelque part, dans le luxe avec le champagne, n'est-ce pas? Comment vous voulez acheminer cette information que vous avez l'air de détenir? Mais est-ce que vous la détenez? Puisque même le GIEC, même les résultats du GIEC sont absolument remis en question. Merci pour cette question. Il y a deux composantes pour moi. Je vais répondre par la seconde en premier sur les représentations que vous évoquez, notamment de l'avion, du déplacement, du luxe peut-être, enfin des représentations jugées positives par certains, mais pas forcément viables, effectivement, quand on regarde les modes de vie, leur empreinte, etc. etc. Alors je répondrai moins sur un mode théorique, mais plutôt sur un mode de chantier qui ont été mis en œuvre pour commencer à travailler sur ces questions. Moi j'ai contribué de manière très marginale, donc c'est plutôt mes collègues, notamment Laurent Salard et Nathan Benkemoun, entre autres, qui ont travaillé là-dessus. Il y a eu un travail qui a été fait sur l'éco-production au cinéma étant, ou à la télévision en l'occurrence, pardon, je crois que c'était à la télévision plutôt, au cinéma-télévision, audiovisuel. Étant lui-même pourvoyeur justement d'images, et d'images parfois de modes de vie qui ne sont pas toujours des modes de vie parfaitement soutenables. Et il y a une réflexion qui est chez ces professionnels-là, qui commence à être mise en œuvre pour savoir justement comment est-ce qu'on intervient. Ça renvoie aussi à la question que tu posais tout à l'heure sur démanteler des représentations pour en proposer de nouvelles. Comment est-ce qu'on intervient pour justement mettre en valeur des modes de vie qui soient davantage viables, pour intervenir au niveau même de la production audiovisuelle, matériellement, histoire de faire passer un autre message. Alors il y a des possibilités d'avoir un discours, mais en général ça tombe à l'eau, c'est-à-dire de mettre dans la bouche d'un personnage la défense de la durabilité, la défense de modes de vie soutenables, mais souvent ça ne fonctionne pas très bien et ça donne un résultat un petit peu moralisateur. Et puis on a d'autres éléments un peu subtils, pas uniquement dépendants des gens qui écrivent par exemple ces séries audiovisuelles, qui produisent en fait ces représentations, ou qui en sont jugés comme les auteurs ou les autrices, mais on va avoir des choses qui commencent à émerger, mais je trouve que c'est intéressant, puis on se bat avec chacun ses moyens, mais les gens par exemple qui produisent ces séries, qui les fabriquent de manière très, très matérielle, et par exemple, quand il y a un personnage qui est un méchant, entre guillemets, c'est un peu dichotomique, mais peu importe, le méchant va avoir une bouteille en plastique. On va lui mettre une bouteille d'eau en plastique dans la main et le gentil, il aura une gourde. Et donc c'est un peu des espèces de tactique de guérilla des gens sur le terrain qui commencent à mettre un petit peu ce genre de choses, commencent à travailler un petit peu sous l'aspect, encore une fois, très matériel de ces représentations pour que de nouvelles représentations émergent ou que des représentations autrefois connotées positivement deviennent à l'avenir connotées négativement. Et il commence en fait à y avoir ce travail qui est fait par les travailleurs et travailleuses du secteur qui comprennent que, en tant que pourvoyeurs et pourvoyeuses d'images, il faut sans doute aller dans une autre direction et faire autrement. Ce n'est pas forcément à l'échelle de Murdoch, parce qu'eux, ils en produisent de manière industrielle, mais c'est des choses qui commencent à émerger à l'échelle de secteurs tout entiers, et qui demain auront peut-être beaucoup de résonance et permettront justement de forger de nouvelles représentations, même si on n'est pas encore, mais c'est les prodromes de quelque chose qui est en transformation. Sur la question plus directe de Murdoch, la désinformation, les théories du complot et ces enjeux-là, je dirais qu'effectivement, il y a un enjeu très important autour de ça. D'ailleurs, j'avais participé à une étude qui avait été faite au Québec où on interrogeait le devenir du numérique et le devenir de l'environnement. Il y avait deux scénarios, un où le numérique était encore plus centralisé par des oligopoles qu'aujourd'hui et l'environnement s'améliorait, et un autre où l'environnement se dégradait, mais on améliorait la situation du numérique vers des modèles plus décentralisés. On n'avait pas le scénario du pire où tout finalement allait dans la mauvaise direction.
Et d'une certaine manière, ce qui ressortait de cette réflexion, c'était qu'effectivement, peut-être qu'un des préalables pour affronter les enjeux du réchauffement climatique, alors, le GIEC nous dit que la lutte contre les inégalités en fait partie, je pense qu'il a absolument raison, mais que par ailleurs, peut-être qu'avoir un numérique qui soit plus contrôlé par des oligopoles, par des grandes plateformes et par des acteurs effectivement qui font circuler de l'information toujours plus extrême parce que leurs algorithmes renforcent finalement cet extrémisme-là avec des modèles économiques où plus on est extrême, plus on a un auditoire et cet auditoire nous pousse à être encore plus extrême parce que sinon il s'en va, donc on est pris soi-même dans une boucle de rétroaction. Effectivement, peut-être qu'il y a un enjeu à socialiser ces plateformes, peut-être qu'il y a un enjeu à, je suis français, je peux le dire, à exproprier les acteurs qui contrôlent ces plateformes aujourd'hui et que c'est, à mon avis, même une condition sine qua non d'une lutte contre le réchauffement climatique, de transformer ces plateformes en services publics. Sinon, effectivement, ça va être très compliqué. Et par rapport à la question de l'information, ce que je trouvais intéressant dans une expérimentation qui a échoué en France mais qui a réussi d'une certaine manière, qui était la Convention citoyenne du climat, on a demandé à des citoyens, des citoyennes tirés au sort de travailler à proposer des mesures pour le climat qui n'ont finalement pas été adoptées mais qui étaient des mesures très intéressantes, parce qu'en fait on a proposé à ces gens-là d'enquêter. On leur a fait se documenter sur les questions climatiques, rencontrer des experts et des expertes de ces enjeux-là pendant plusieurs semaines. Et à la fin, ces personnes ont proposé des recommandations qui n'avaient rien à voir avec les recommandations qu'elles auraient proposées au départ. Et donc le résultat de l'enquête, c'est que justement, quand on mène une vraie enquête, c'est la différence avec une théorie du complot, c'est qu'à la fin des théories du complot, on sait qui est le coupable comme au début. Et ça n'a pas changé. Dans une enquête, finalement, on a ses représentations, sa vision du monde et les préconisations qu'on peut forger à partir de là qui évoluent. On n'est pas le même à la fin de l'enquête qu'au début. Et ce que ça a montré, c'est que cette intelligence collective qui se déployait pendant l'enquête permettait à ces gens-là, finalement, de converger vers des résultats qui n'est pas du tout déconnant du point de vue des spécialistes, ce qui était plutôt rassurant quand même du point de vue, justement, d'une démocratie équipée correctement et pas d'une démocratie qui est effectivement captée par les médias de Rupert Murdoch ou les réseaux sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc je suis d'accord pour dire que c'est un élément absolument fondamental. Merci, bonsoir. Merci beaucoup pour la conférence. On pourra parler de notes juste après. Mais d'abord, j'ai une question sur... vous avez beaucoup parlé des attachements, de cartographier les attachements et de l'importance que ça a. Qu'est-ce qu'on fait des attachements des personnes les plus favorisées et quid du sentiment d'injustice aussi, si on prend en compte tous les attachements de tout le monde, finalement, on reste peut-être dans un statu quo lié au sentiment d'injustice que ça génère. Merci pour cette question. Là encore, je vais la diviser en deux parties. L'idée des attachements, c'est pas uniquement, effectivement, sinon ce serait tout à fait déceptif, qu'il faut comprendre absolument les positions de chacun pour ensuite ne pas trancher. L'idée, c'est de comprendre les diverses positions pour savoir exactement où on va trancher et choisir le type de conflictualité qu'on va avoir. Est-ce qu'on veut une conflictualité qui amène finalement à vulnérabiliser les plus vulnérables ? Ou est-ce qu'on veut un type de conflictualité avec des gens qui sont moins vulnérables, qui vont peut-être protester, mais dont on sait que leurs protestations, finalement, sont... on peut faire avec. Voilà. Et dans une perspective de justice, ils peuvent protester, mais au moins on a pris la décision la plus juste possible. Donc c'est pas pour dire qu'il faut jamais trancher, mais c'est-à-dire que si on fait pas ce travail-là, on ne saura pas les conséquences si on tranche, parce qu'on ne sait pas justement où on va trancher et qui va être affecté. Donc c'est un préalable, mais c'est pas un préalable pour émousser le couteau et ne jamais trancher. Pardon, l'autre aspect, c'était sentiment. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'il peut y avoir des sentiments d'injustice qui sont légitimes et des sentiments d'injustice qui sont beaucoup moins légitimes. On peut être dans ces transformations finalement déjà vulnérables et encore plus vulnérabilisés, et puis effectivement, des gens qui bénéficient du système actuel, si on leur dit vous allez moins bénéficier du système actuel demain, c'est pas complètement déconnant, et pour autant ils peuvent le vivre comme une injustice ou comme quelque chose de totalement inacceptable. Donc ça, je parlerai un peu de justice et de parajustice. Mais je pense que ce sentiment lié à cette forme de parajustice, en fait, il est extrêmement important. Alors je peux donner un exemple que j'illustre parfois à travers cette histoire
du quartier du quart d'heure et de la voiture, notamment aux États-Unis. Évidemment, si vous voulez transformer les États-Unis en quartier du quart d'heure, il faut une révolution bolchevique parce que c'est pas un urbanisme qui s'y prête. Donc en réalité, ce serait une mesure absolument considérable, finalement, d'amener ça aux États-Unis. C'est pour ça aussi que ça crée de la défiance, parce qu'ils se disent, mais à quel prix, finalement, voilà, à quel prix on peut opérer cette transformation? Et ils voient bien qu'en fait, le delta, il est extrêmement important. Et surtout, si vous dites aux gens, on va piétoniser, et l'objectif, finalement, c'est de... Moi, je pourrais dire ça. De rendre acceptable et de généraliser la posture du piéton. Quand vous êtes piéton aux États-Unis, vous êtes suspect. Parce que le vrai mode de déplacement aux États-Unis, c'est la voiture. Sinon, vous êtes un vagabond, vous êtes quelqu'un qui, potentiellement, est un troublemaker. Et d'ailleurs, le délit de jaywalking aux États-Unis, c'est-à-dire le fait de ne pas marcher, de ne pas traverser dans les clous, ça amène chaque année un certain nombre d'hommes, noirs et latinos principalement, en prison. Et on sait que ces populations-là sont surpénalisées, ce qui est une sorte de délit qui permet de les arrêter quand la police en a envie. Mais s'il a été aboli, c'est justement parce qu'il y avait un gros souci derrière, et une histoire extrêmement tragique derrière. Et donc on voit bien que si vous êtes conducteur, je ne dis même pas de SUV, mais d'un Cybertruck de Elon Musk, c'est vraiment une machine où Elon Musk, vous savez, il le vend en disant si vous avez un conflit avec un autre automobiliste, que vous avez un Cybertruck, vous allez gagner. C'est son argument de vente, hein. Donc c'est une arme en fait, un truc létal, voilà. Donc il y a vraiment une militarisation de l'espace public, une militarisation de la voiture, qui va bien en plus avec les États-Unis. Si on vous dit, vous passez de possesseur de Cybertruck invulnérable qui peut se déplacer avec sa supériorité à partager le destin commun d'hommes noirs et latinos qui peuvent se faire arrêter à n'importe quel moment par la police, vous vous dites, en fait, le deal, il n'est pas bon pour moi. Le contrat racial, il n'est pas respecté. En même temps, il y a un enjeu à ne pas faire respecter le contrat racial, justement. Mais donc ça touche aussi à des choses extrêmement sensibles de ce point de vue-là. Donc c'est pas à dire il faut respecter ce truc-là, mais il y a des attachements qui sont effectivement des attachements plus ou moins inavouables, mais il faut en même temps les poser sur la table pour dire bah, voilà aussi les conséquences, et ça on ne pourra pas le maintenir demain. Et il ne faudra pas le maintenir demain. Il me semble que peut-être du coup, l'élément crucial, c'est pas le degré d'information environnementale sur les impacts, enfin, c'est important, mais ce dont on se rend compte quand même dans les conférences de citoyens et tous ces dispositifs-là, c'est que ce qui est crucial, c'est la présence à égalité de tout le monde et l'obligation, de fait, de justifier, en l'occurrence, ses attachements et sa revendication de légitimité de mes attachements devant tous les autres, indépendamment de mon niveau de revenu, de mon statut. Et ça, je pense, c'est extrêmement puissant. Parce que le type super riche qui va venir en disant « Moi, je veux pouvoir avoir votre idée de ville à 20 minutes, c'est nul parce que je veux pouvoir utiliser mon SUV pour faire 200 km par jour pour acheter ma viande rouge. » Bah, y a plein de gens pauvres des quartiers qui vont dire « Moi, j'ai pas de bagnole. Moi, le truc à 20 minutes, ça me va très bien. Si je pouvais avoir mon hôpital à côté, etc., je m'en fous de ta viande rouge, tu vois. Qu'est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu racontes, c'est scandaleux ce que tu dis, c'est juste parce que tu es plein de fric. Tout. » Et alors après, ça peut être conflictuel, mais au moins, le devoir de justification mutuelle publique, en l'occurrence, je pense, est un outil de reconstruction écologique ou de redirection écologique probablement très puissant, me semble-t-il. Oui, merci beaucoup. Je ne suis pas totalement satisfait de ta réponse aux attachements des personnes les plus aisées que Camille vient de formuler. Parce que, alors oui, évidemment, on ne va pas s'attarder sur la vulnérabilité, pas du tout, sur les attachements un peu ouin-ouin de j'ai pas envie de renoncer à mon jet et tout. Par contre, même si on s'attache, si on regarde les attachements des 1% de la population les plus fortunés, et donc qu'on se dit que on a 99% de la population avec nous et que si on fait ça de manière démocratique, ça devrait aller, les structures du pouvoir du capitalisme faisant que le pouvoir d'influence, de contrôle du 1% le plus riche est inversement proportionnel à leur vulnérabilité,
ils vont avoir ce pouvoir d'influence pour convaincre la majorité que c'est pas une bonne idée, que en France on a une haine des riches, que en fait ça n'entraîne pas la société dans une bonne direction, même si au final ça le fait et qu'il y a des hôpitaux à 20 minutes et que du coup, est-ce que dans cette réflexion stratégique du démantèlement par rapport aux structures de pouvoir qu'il y a, vous avez fait un peu une stratégie de comment est-ce qu'on démantèle l'Empire Bolloré en premier pour que les autres démantèlements puissent advenir par la suite sans qu'il y ait une influence de la part de ceux qui ont à perdre de ce démantèlement. Merci pour la question, qui pour moi est une question complémentaire par rapport à la précédente. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément de contradiction. Alors non, on n'a pas travaillé directement sur l'Empire Bolloré, on a plutôt été en accompagnement d'acteurs qui justement se lancent dans le renoncement. Alors certes, il y a des chaînes qui ont été plus ou moins démantelées, mais c'est pas forcément un empire en général. Et il n'y a pas forcément de mouvement concret aujourd'hui pour démanteler cet empire-là. Même si je rejoins tout à fait le fait que, comme je parlais des Rupert Murdoch et d'un certain nombre d'acteurs, ce sont très visiblement des acteurs qui sont extrêmement nuisibles au débat démocratique, à la production de représentation, etc. etc. Donc non, là-dessus, j'ai pas de billes pratiques. Je te rejoins sur le diagnostic. Je pense d'ailleurs que politiquement, avec les dernières élections, il y avait une fenêtre de tir pour démanteler cet empire. Cette fenêtre de tir n'a pas été utilisée, qu'il y a une responsabilité de la part des gens qui n'ont pas utilisé cette fenêtre de tir de ne pas l'avoir fait. Mais que là, on est sur des cas, effectivement, qui interrogent pas uniquement d'ailleurs cet empire, mais aussi ce qu'il a rendu possible. Plus largement. Comment il s'est enrichi, comment il a récupéré ses actifs pour les réinvestir en France, finalement, comment une telle épopée, on peut appeler ça comme ça, a été rendue possible. Donc c'est pas juste l'empire lui-même, c'est finalement toutes les conditions qui ont été réunies, toutes les conditions institutionnelles également qui ont été réunies, et qui par ailleurs, même si l'empire était démantelé, il y en a d'autres, avec d'autres noms que celui-là, qui sont à l'affût et ont des visions qui ont été d'ailleurs publiées dans la presse, dans le Figaro Vox en l'occurrence, tout à fait affirmées. Donc c'est plutôt peut-être à un moment donné se pencher sur les conditions qui effectivement rendent possible ces acteurs, parce que s'il y en a un qui disparaît, l'autre peut le remplacer. Et là, on a besoin très certainement effectivement de les lister et de faire un travail sur nos institutions. Ce qui permet peut-être de préciser un truc par rapport à ça, par rapport à la question des institutions plus largement. Ces institutions, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais je pense que c'est pas inintéressant. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Les institutions en général, on voit bien qu'elles rendent possible des choses très bien, des hôpitaux, etc. Et puis elles rendent possible, en l'occurrence, Bolloré et puis tout ce qu'on a vu. J'aime bien cette phrase de Frédéric Lordon. Il dit, grosso modo, les institutions, c'est la merde, mais on peut pas s'en passer. Je suis assez d'accord avec ça, et je pense que ça résume assez bien ce que sont les communs négatifs, ou une partie en tout cas des communs négatifs. Sauf que la question, c'est pas de s'en rendre compte a posteriori, mais c'est d'anticiper qu'effectivement ça va être la merde, et de mettre en place des mesures et des garde-fous pour éviter que ça le soit. Et donc pour éviter qu'il y ait ce genre de figures qui émergent, etc. Parce que d'une certaine manière, on agit trop tard. Alors que finalement, on peut savoir que ça va pas bien se passer. Et donc, qu'est-ce que ça appelle? Et donc là aussi, ça appelle une sorte d'économie du soin des institutions et de tout un ensemble de choses dont on a besoin, mais dont on sait qu'elles sont grosses non pas de promesses, mais de dangers. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper la survenue de ces dangers, l'éviter et se dire que notre vie, c'est aussi de poser sans arrêt des garde-fous pour éviter que ça se passe mal. Donc, on peut voir notre vie, et là, ça peut rejoindre ta question de la finitude, notre vie comme une vie d'expansion, d'ouverture, de possible, de choses comme ça, ou notre vie comme étant beaucoup plus régulée par une économie, un souci du soin,
se disant les choses vont aller mal, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que individuellement et collectivement ça n'aille pas trop mal. Et que c'est ça aussi finalement notre mission sur Terre, ce qui peut boucler avec, je pense, des questions qui t'intéressent. Ce qui est frappant, c'est que, pour rebondir sur ta question, Julia, c'est que on a le cas exactement inverse qui s'est passé dans les années 80 aux États-Unis, puisque tu parlais notamment de Murdoch, avec l'arrivée de Reagan, donc président ultra-libéral, qui a en fait utilisé la puissance de l'État pour faire exactement le contraire. Donc, on voit bien que cette capacité d'anticiper, mais à l'envers, c'est-à-dire de détricoter en fait des garde-fous, elle existe. Donc en fait, la capacité de les créer existe aussi. Là où c'est pas clair, c'est comment on fait pour que la lutte politique aille plutôt vers le fait de construire des garde-fous et les protéger que de les défaire. Reagan, il a sciemment défait Reagan, ses sbires, les institutions autour de lui, la doctrine de l'égalité dans la presse, ça a été un désastre absolu. C'est-à-dire qu'à un moment, à partir du moment où il fallait plus avoir des avis balanced, comme on dit dans les émissions de télé d'information, Fox News est né à la minute où cette doctrine a été défaite. L'autre exemple, c'est Citizens United, la doctrine selon laquelle, selon la Cour suprême américaine, une entreprise qui donne $1 fait un acte de parole politique, de prise de parole politique, et donc est protégée par le premier amendement, ce qui a donné lieu immédiatement à la corruption de la politique par l'argent. Donc on voit bien que, et ça, les deux trucs étaient archi prévisibles que ça allait aller dans le décor, mais ils l'ont fait quand même parce qu'ils défendent d'autres types d'intérêts. Pas du tout un complément philosophique, mais c'est un complément d'une autre nature anecdotique. C'est d'ailleurs à cette dérégulation, alors pas uniquement sur mais en matière de télévision, que l'on doit les dessins animés de notre enfance. La mienne, moi j'ai 43 ans, puisque à l'époque il n'y avait pas de publicité pour les enfants, à destination des enfants, et c'est à partir du moment où ils ont dérégulé, ils ont mis en place cette publicité qu'en fait il y a eu tous les dessins animés qu'on a connus qui ont été mis en place. Donc c'est intéressant aussi de voir que ces éléments qui sont liés à notre enfance, des souvenirs, en fait plongent exactement dans cette réalité peu sémillante qu'on évoquait à l'instant. Très bien. Je crois qu'il y a encore 3-4 questions et puis après on va aller à l'apéritif. On est increvable. L'éthique protestante, elle est pam, pam. Bonsoir. Je me demandais en fait si effectivement c'est cette difficulté à accepter de notre finitude qui est au cœur du problème, de travailler sur le renoncement en faisant l'objet principal. Est-ce qu'on n'est pas en train de renforcer encore cette difficulté à accepter cette mortalité, à accepter cette fin, cette limite? Du coup, je me disais, moi je travaille au niveau local, au niveau territorial, du coup, comment on peut en fait embarquer des acteurs sur cette question-là, sans aller dans le mur tout de suite? Eh bien, ça se passe très bien, parce qu'on n'est pas obligé de faire du mot un repoussoir, qu'on peut d'ailleurs ne pas utiliser le mot. Si on parlait de redirection, si on parlait de pause, si on parlait de plein d'autres choses, moi je suis extrêmement souple au plan sémantique. Et si on a besoin du terme qui va bien dans la situation à laquelle on est confronté, on utilise ce terme-là et c'est pas grave. De mon point de vue aussi, sortant cette question du renoncement d'un point de vue strictement moral, c'est le renoncement des renonçants, etc. Ça arrive aussi qu'on renonce à des choses qui sont pas positives, ça arrive qu'on renonce à des choses qui sont pénibles, qui nous pèsent, etc., ce qui est plutôt une libération par ailleurs. Hein. Donc en fait, il y a une dialectique, on se projette aussi dans autre chose en renonçant. Bien sûr, c'est pas la fin des choses, hein, le renoncement. D'ailleurs, à Caen, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, nous, finalement, on l'a bien vécu, ça s'est bien passé, on n'est pas mort, on a renoncé, on n'est pas mort. Donc, effectivement, à dédramatiser cette notion, montrer aussi que c'est déjà en cours, finalement, sur plein de territoires. Il y a plein de cas où, de toute manière, la question ne se pose pas. On le fait. Il n'y a plus d'eau, ça oblige à prendre des mesures, hein, parce que s'il n'y a plus d'eau... on est quand même affecté très, très directement. Donc voilà, c'est
à la fois, il faut restaurer ce sens qu'on disait de la finitude, ces éléments-là. Moi, je pense aussi sortir d'une posture morale, le renoncement, pour aller plutôt vers un renoncement collectif et politique, et puis dédramatiser effectivement la notion en montrant qu'il y a plein d'exemples, que les gens y survivent et que finalement ça se passe bien et que c'est pas la fin de tout, au contraire. Là, je précise quand même, parce que tu as dit il faut ramener ces questions de finitude. Ce n'est pas ça vraiment que j'ai dit. Hein. J'ai dit que ce qui est crucial, c'est de veiller aux réflexes inconscients qui peuvent être déclenchés lorsqu'on ne tient pas vraiment compte de cette peur de la finitude. Après, je ne suis pas du tout pour dire donc il faut absolument éviter de parler de renoncement, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, parce que sinon ça va... Non, pas du tout. Hein. On est bien d'accord que l'idée, c'est d'être libéré de cette peur de la finitude. Et en fait, on se rend compte par les expériences dont tu viens de parler, être libéré du manque d'eau, en fait, c'est mieux que de manquer d'eau. Même si pour être libéré du manque d'eau, il va peut-être falloir se libérer de la bagnole aussi. Hein, tu vois, donc, mais parler en termes de libération, il y a un papier, un chapitre où tu parles d'intensification, d'approfondissement, enfin, il y a plein de mots, de plénitude selon Juliette Shore et des choses comme ça. Il y a plein de mots que les chercheurs et chercheuses utilisent maintenant pour essayer de mieux capter le vrai enjeu, qui n'est pas du tout de dire, comme les gens sont des super trouillards existentiels et qu'ils ont peur de la mort, il faut surtout ne rien changer. Ce n'est pas du tout ça qu'on dit, évidemment, on est d'accord. Hein. Je voulais juste préciser, parce que sinon, ça va être interprété complètement de travers. Hein. Peut-être un ajout également pour montrer que ça peut bien se passer, qu'on peut réinvestir aussi des dimensions symboliques importantes. Moi, je plaisante souvent, mais c'est de moins en moins une plaisanterie. Et à terme, il y a un acteur qui va le faire, parce que là, on est tout près de ça, en disant, bah, écoutez, vous avez renoncé à, je sais pas moi, une zone d'activité, à construire quelque chose, etc. Ça veut dire aussi que vous avez sauvegardé une zone humide, une forêt et compagnie. Et demain, au lieu d'inaugurer ce qu'on a construit avec du béton, etc., ben on va inaugurer la zone humide qu'on a préservée, on va inaugurer la forêt qu'on a préservée, et on va garder cette dimension symbolique qui reste importante, qui reste un vrai attachement pour les maires, pour les élus, pour les habitants, etc., qui fait partie finalement d'une carrière d'élu dans le rapport à ses administrés, mais on va le réinvestir complètement autrement et pour faire autre chose. Célébrer la force intérieure qu'on a eue de ne pas faire un truc. Et ça, c'est vrai que c'est une très belle idée. C'est beaucoup mieux de le poser comme ça. Non, mais on est super d'accord sur tout, en fait. Hein. C'est génial. Non, mais naître une harmonie intellectuelle. Mais je vous remercie déjà pour l'optimisme, parce que ça fait du bien. Je trouvais que ce que vous avez évoqué me faisait penser aux travaux de Sophie Swatton sur le revenu de transition écologique. Voilà, je voulais juste avoir votre interprétation de ces travaux et comment ça s'articule avec les vôtres. Oui, alors, je ne suis pas un spécialiste sur toutes les propositions qui ont été faites là-dessus. Je pourrais te passer la parole, mais moi, je suis assez œcuménique en la matière, on va dire, et je trouve que toutes ces propositions vont évidemment dans le bon sens. Comme je disais tout à l'heure, malheureusement, c'est souvent un domaine qui est assez conflictuel. Je parlais de la revue Multitude, par exemple. Multitude par rapport au salaire à vie, c'est pas du tout leurs copains, alors on voit bien qu'ils s'entendent pas, etc., etc. Et j'avoue que moi j'invite à ce que là-dessus on prenne de la hauteur, parce qu'on est sur des enjeux qui sont tellement urgents sur cette question du travail en général, que là il faut qu'on arrive à converger en dépit de micro-différences qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres pour construire une proposition commune qui est absolument urgente, y compris voilà, très concrètement pour des raisons politiques. Peut-être juste sur la proposition de Sophie Swatton, ce qu'elle a de très important, je pense, et de très novateur et de très intéressant, c'est qu'elle couple, je ne sais pas si tu connais du coup un peu, c'est l'idée de passer par des organisations d'économie sociale pour amener sur des projets qui auront été sélectionnés, etc., des projets de transition écologique ou de redirection, en l'occurrence, on peut le voir comme ça, une subvention. Donc, ce n'est pas un revenu inconditionnel. Sophie est très opposée à l'idée d'inconditionnalité. C'est un revenu conditionnel, mais conditionnel sur les bonnes choses, quoi. C'est-à-dire sur la redirection écologique. Et donc, ça permet de renforcer effectivement très, très fortement le pilotage
Après, là où on va se battre, c'est sur quels sont les bons projets. Mais ça, c'est intrinsèque au dispositif. Mais l'idée de ne pas saupoudrer tout le monde avec un revenu de base inconditionnel qui peut avoir d'autres avantages, hein, mais de concentrer en tout cas une partie du soutien de revenus sur des projets de redirection écologique à travers des dispositifs d'économie sociale qui sont eux-mêmes porteurs d'alternatives. Ça permet d'avoir une espèce d'effet multiplicateur potentiel en tout cas. Et donc je pense qu'effectivement c'est un dispositif très congruent avec ce qu'Alexandre nous propose. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Tu orientes un peu la réponse. Alors, la dernière. Et après, il y a l'apéritif. Je vais essayer de pas être... je pense pas que c'est une question trop complexe. Elle est assez limitée. Je vais essayer qu'une perspective aussi. Je m'intéresse au projet de friche. Et puis en vous entendant, je me demandais aussi, donc, déjà, est-ce que vous utilisez ces lieux exemples comme dans vos recherches? Parce qu'il me semblait qu'ils regroupaient pas mal de notions que vous évoquez, comme la de valorisation, de renoncement. C'est des communs négatifs aussi, d'un point de vue infrastructurel, ils appartiennent souvent aux collectivités publiques. Je sais, voilà, est-ce que c'est des lieux propices à des expérimentations de ce type? Et je ne sais pas si vous y intéressez. Alors oui, c'est des lieux évidemment propices. Moi, je m'y intéresse, mais pas assez, parce que je sais que c'est extrêmement riche. Et c'est en même temps des lieux qui sont ambigus, parce qu'évidemment, ils dépendent du regard des personnes qui les voient, c'est-à-dire comment on réinvestit ces lieux-là. Mais si on est un promoteur et qu'on voit une friche, on peut avoir les yeux qui brillent. Et au contraire, penser à un réinvestissement tout à fait différent. Donc oui, c'est des questions qui effectivement me semblent tout à fait intéressantes. On a beaucoup d'ailleurs travaillé, pas forcément que sur les friches en général, mais sur cette question du foncier du bâti plus largement. Je prenais l'exemple de l'arrêt de la construction neuve tout à l'heure dans le pays de Fayence. On a travaillé sur l'idée d'arrêter de construire à l'échelle du Grand Paris, parce qu'il faut se faire plaisir. Donc, d'une certaine manière, on a arrêté de construire dans le Grand Paris, parce qu'on a construit des actifs spéculatifs, ce qui n'est pas du logement. Donc, on a arrêté de construire du logement. Mais effectivement, je pense que cette question-là, du foncier, du bâti, des friches, et finalement de l'urbanisme, tout ça vers lequel il faut se projeter, qu'il faut arriver à rediriger, c'est une question fondamentale. C'est aussi une question fondamentale parce que, de mon point de vue, c'est le cœur de l'économie. L'appréciation des actifs immobiliers, c'est le cœur de l'économie. D'ailleurs, on sait que la dernière grande crise à l'échelle mondiale, c'était lié à un effondrement dans ce secteur-là. Donc, comment est-ce qu'on arrive à traiter nos attachements, dans tous les sens du terme, à cette économie-là? Et notamment, comment est-ce qu'on arrive, si on se projette, ce qu'on fait de plus en plus, je pense, dans une économie de la maintenance et de la réhabilitation, où on fait aussi une place nouvelle aux friches, différente de la place antérieure, est-ce qu'on peut se projeter là-dedans sans revoir les modèles de propriété privée? Je pense que non. Donc ça, c'est aussi un élément qui doit être mis sur la table et qui est directement en lien avec effectivement ce qui est le moteur de beaucoup d'économies, encore une fois, c'est-à-dire cette inflation des actifs immobiliers qu'on n'appelle pas, alors je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en France, on n'appelle pas ça inflation. L'inflation, ça concerne les produits parce qu'on n'en veut pas. Par contre, l'inflation des actifs immobiliers, ça, on le souhaite fortement, et donc on n'appelle pas ça inflation. Donc voilà, je pense que l'économie, c'est pas que, même très loin de là, la tech, ce qu'on projette habituellement, l'innovation est compliquée. C'est une espèce d'économie plus ou moins de rente en l'occurrence, largement financiarisée. Et comment est-ce qu'on se dépatouille de ça et du fait que si ça augmente pas ici, on paye pas les retraites des Américains et on le payera politiquement derrière. Donc c'est cette espèce de lien qu'on a avec finalement d'autres réalités, mais qu'on ne voit pas, mais en fait qui sont tout autour de nous et qui conditionnent largement les choix qu'on peut faire. Ça, effectivement, ça m'intéresse aussi grandement.